du monde à Paris nous emmène loin de ses horreurs grâce à Jean-Claude Bouillon-Baker. Il nous livre un portrait intimiste de sa mère adoptive, Joséphine Baker. Jean-Claude Bouillon-Baker qui est notre invité, merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Donc vous nous racontez votre enfance, votre mère aussi, l'icône Joséphine Baker, dans ce livre, Un château sur la lune, le rêve brisé de Joséphine Baker, paru aux éditions hors collection. Alors ce rêve brisé, on le découvre, tout le monde, beaucoup de gens le connaissent, c'est ce village du monde qu'elle a voulu créer dans le Périgord, dans le château des Mille Landes. C'est là où vous avez grandi avec vos frères et sœurs, vous étiez 12. Vous vouliez lui rendre hommage avec ce livre, hommage à cette utopie qu'elle a voulu créer ? Oui, je voulais rendre hommage évidemment à ma mère. C'était le moment pour moi de le faire parce que j'étais dans une sorte de sincérité absolue par rapport à elle, avec les mots et des phrases qui me viennent depuis très longtemps, mais qui ne peuvent trouver que leur vérité aujourd'hui. Si j'avais fait écrire ce livre il y a 10 ans, ça aurait été pas du tout la même chose, je pense, et j'aurais déjà regretté quelque chose. Tandis que là, je suis pratiquement, je peux dire, une sorte de communion avec elle, quoi. C'est vrai que la première image que vous nous donnez de Joséphine Baker est très loin de la jeune femme rayonnante qui a fait danser le tout Paris. C'est une femme qui est abattue, accablée parce qu'elle doit quitter ce château, ce rêve aussi. On sent vraiment qu'il y a une vraie sincérité dans votre volonté de raconter votre mère, de vous raconter aussi. J'ai volontairement entrepris de commencer le livre effectivement par la fin, si je puis dire, c'est-à-dire cette image terrible qui est peut-être l'image la plus terrible de Joséphine Baker, donc acculée à l'expulsion, jetée sur les marches du château, en peignoir de bain, sous la pluie, par 8 hommes qui ont été payés par le nouveau propriétaire, etc. Enfin bon, c'est une image assez terrible qui a fait le tour du monde. Et à partir de là, je remonte le fil de l'histoire de Joséphine Baker pour dire, voilà, le personnage que c'était à travers tout ce XXe siècle qui a été extraordinaire aussi par ailleurs. Vous avez voulu comprendre pourquoi elle avait tellement envie de créer ce village de la fraternité, parce que c'est vraiment ça, elle voulait vraiment qu'il y ait d'abord de l'amour, du partage, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans votre fratrie, parce que vous étiez 12 enfants de nationalités, de religions différentes. Là, au moins, elle a réussi ce rêve ? Absolument, là, complètement, au-delà même de toutes les espérances et même de peut-être tous les scepticismes qu'on pouvait émettre à cette époque, parce que bon, c'était pas évident, c'était une expérience humaine qui a jamais été reproduite finalement, et qui était en tout cas très avant-gardiste pour l'époque, et qui est issue finalement, qui vient de quelque chose, d'un manque terrible qu'a éprouvé ma mère, donc d'abord de ne pas avoir d'enfant, elle qui est née sous le signe de l'empathie et de la compassion pour le genre humain, donc, et les enfants et tout ce qui est vivant. Je veux dire, le fait de ne pas avoir pu avoir d'enfant durant la guerre, puisqu'elle a été opérée 5 fois et qu'elle a failli mourir. Donc, et puis de retourner dans son pays, de retrouver la ségrégation telle qu'elle était, même peut-être déculpée, parce que justement la guerre avait passé par là et c'était une guerre raciale. Donc, et c'est terrible de rentrer et de retrouver finalement que rien n'a presque changé, que les Noirs sont toujours des citoyens de seconde zone. Donc ça, évidemment, ça a été un ferment extraordinaire dans sa conscience pour montrer au monde entier, dire mais qu'est-ce que je vais faire ? J'ai de l'argent, j'ai un village, etc. Qu'est-ce que je peux faire ? Quelle expérience ? Qu'est-ce que je peux me démontrer au monde entier ? Et finalement, un enfant, 2 enfants, 3 enfants qui viennent des guerres, des orphelinats et qui vont grandir ensemble tout petits pour montrer que la fraternité est possible à partir du moment où on élève des enfants tout petits ensemble. Oui, ce qui frappe, c'est vraiment ce côté très naturel. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des enfants qui viennent, vous, de France, mais il y en a d'autres qui viennent du Venezuela, de la forêt même équatorienne, d'Afrique, de Côte d'Ivoire, de Corée du Nord, et tout ce petit monde vit ensemble. Ça n'aurait pas eu de sens si ça aurait eu un sens beaucoup moins important, un impact beaucoup moins important si ça avait été simplement, si ça avait été des enfants simplement issus des orphelinats français, disons. Mais effectivement, il fallait que ça vienne des 4 coins du monde pour montrer évidemment la différence des religions, la différence des confessions religieuses, etc., l'atavisme des peuples, etc. Bon, voilà, c'était ça la grande idée de ma mère. Elle lui a survécu avec un grand bonheur, parce que nous nous revoyons évidemment beaucoup, souvent, même si on est un peu éclaté aux 4 coins du monde, mais il y a quelque chose qui nous lie supérieurement peut-être, je dirais peut-être, par rapport aux autres fratries et aux autres familles. C'est ce sentiment d'avoir été des rescapés aussi, et ça nous soude encore plus peut-être. Voilà. Elle vous appelait sa tribu arc-en-ciel. Et vous revenez aussi, vous aussi, sur vos recherches. Votre maman biologique, vous essayez de savoir si elle existe. Vous parlez aussi des origines parfois mystérieuses d'autres enfants, comme cette petite Marocaine. Ça, c'était important aussi de faire le parallèle, de retrouver son histoire. Je pense, chacun a eu la faculté, la liberté de pouvoir, à partir peut-être après la mort de maman, mais par curiosité ou pas, parce que certains ont refusé,
Mais comme elle avait fait revenir dans leur pays d'origine chacun, pour savoir d'où ils venaient exactement, pour qu'ils comprennent le sens de ce qu'elle voulait faire, je pense qu'effectivement, j'ai un frère qui a retrouvé sa mère, mais ça n'a rien changé du tout. Je veux dire, sa mère, c'est Joséphine Baker, celle-là, c'en est une autre, qui s'en est expliquée avec lui, par exemple. Beaucoup n'ont pas, malheureusement, aucune famille, parce que c'était des vrais orphelins issus des guerres, notamment d'Algérie et de Corée, donc. Et voilà, donc effectivement, on découvre des choses qu'on ne soupçonnait pas. Alors, on découvre surtout la femme, hein, la mère, Joséphine Baker, mais vous revenez aussi sur sa carrière et sur cette enfance un peu extraordinaire, parce que vous allez aux funérailles de Kennedy, vous rencontrez Fidel Castro, Burt Lancaster. Là aussi, l'enfant semble trouver ça normal, ou comment on le vit? Comme vous le dites, on le vit naturellement. Ça peut paraître étrange, évidemment, comme ça, avec du recul, mais cette anecdote que je cite, que j'ai vécue, parce que j'ai été dans l'avion, je suis allé effectivement à l'enterrement de Bob Kennedy, donc, qui a été assassiné en 68, et pour ma mère, ça primait sur tout le reste, quoi. Les milliards étaient en train de lui échapper, elle allait tout perdre, la chute s'annonçait. Eh bien non, il n'y avait qu'un seul avion, parce que les grèves étaient partout en France, il n'y avait plus d'avion. Il n'y avait qu'un seul avion à Bordeaux-Mérignac, elle l'a pris pour aller, parce qu'elle avait le sens de la reconnaissance, au-delà de tout, et le candidat Kennedy était la seule personne qui lui avait obtenu un visa pour qu'elle puisse retourner aux États-Unis, alors qu'elle était persona non grata pendant très, très, très longtemps. Merci encore, Jean-Claude Bouillon-Becker, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Un château sur la Lune, où vraiment vous livrez un témoignage très sincère sur vous, votre enfance et Joséphine Baker. C'est aux éditions Hors Collection. Merci d'être venu sur TV5 Monde. Et